Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sylvie Gassana. Je suis la directrice régionale de Montréal pour Evol. Alors, toute l'équipe de Evol se joint à moi ce matin pour vous remercier de votre présence parmi nous. Vous êtes plus de 50 à vous être inscrits au webinaire La transformation numérique en 20 minutes ou donner de la tête, présenté en collaboration avec notre précieux partenaire CPA. Ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous Marco Murray pour vous présenter le webinaire La transformation numérique en 20 minutes ou donner de la tête. Alors, Marco Murray aura la chance de se présenter dans les prochaines minutes, mais avant, laissez-moi vous le présenter. Bon communicateur et leader, Marco Murray est associé chez Mallette, cabinet duquel il fait partie depuis 2012. Sa formation et son expérience en comptabilité, jumelée à sa vaste expertise en études économiques et financières. Son esprit d'affaires vif et audacieux font de lui un atout redoutable pour tout mandat stratégique. Au cours de ces 20 années d'expérience, il a agi à titre de conseiller stratégique dans plusieurs projets qui lui ont permis de développer une très bonne connaissance du secteur public, des industries manufacturières et des hautes technologies. Il a ainsi une vaste expertise en lien avec l'information stratégique en gestion, le diagnostic organisationnel, l'amélioration des processus administratifs et opérationnels ainsi que des systèmes d'information. Il a agi à titre de chargé de projet dans plusieurs mandats, notamment en sélection de systèmes et a ainsi développé une très bonne connaissance des hautes technologies. Sa carrière professionnelle, riche et diversifiée, tant sur le plan des domaines d'affaires couverts que des fonctions occupées au sein d'une organisation, lui permettent d'avoir une vue d'ensemble des organisations et une compréhension globale des problèmes vécus par les gestionnaires. Alors, juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous informer de quelques détails logistiques associés à la rencontre. Donc, durant la présentation, tous les micros seront en mode discrétion afin de limiter les bruits ambiants et d'assurer la meilleure qualité sonore possible. Il vous sera possible de poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Ce dernier est accessible lorsque vous descendez le curseur en bas de l'écran à droite de la barre qui s'affiche. Vous trouverez une bulle qui vous permettra d'accéder aux discussions. Par contre, dans un souci de permettre à notre conférencier de livrer tout le contenu en lien avec la présentation, nous répondrons seulement à la fin. La présentation devrait durer 35 à 40 minutes, ce qui devrait nous laisser environ 15 minutes pour la période des questions. Je dois aussi vous informer que la présente rencontre est enregistrée dans un objectif de rediffusion. Pour cette raison, si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous invitons à fermer votre caméra en utilisant la barre au bas de votre écran. Nous vous rassurons, notre conférencier sera mis en vedette et nous devrions avoir uniquement ce dernier. De plus, nous respecterons le temps prévu de 1 heure. Par contre, une fois l'enregistrement terminé, il vous sera possible de poursuivre la période de questions pour environ une trentaine de minutes. Alors, sans plus tarder, je laisse donc la parole à notre invité. Je vous souhaite une bonne rencontre et je vous reparle plus tard pour la période de questions et le mot de la fin. Alors, la parole à notre conférencier Marco. À toi la parole, Marco. Oui, donc, excusez, j'ai eu de la difficulté à trouver mon micro. On a tellement des plateformes aujourd'hui qu'on utilise de différentes façons. Permettez-moi d'abord de remercier Sylvie pour cette très belle introduction. Donc, et merci beaucoup pour l'opportunité d'aujourd'hui. Donc, je crois que ça va être très favorable pour tout le monde. Je vais juste prendre quelques secondes pour vous prendre le contrôle de l'écran et afficher ma présentation. Donc, peut-être là, si Sylvie, tu veux me confirmer si vous voyez bien ma présentation en pleine page. Parfait. On la voit parfaitement, Marco. Bon, excellent. Donc, tous les dispositifs techniques sont en place. Je vais reprendre. Effectivement, merci tout le monde d'être là pour cette belle présentation aujourd'hui. Je vais vous parler effectivement de la transformation numérique. Donc, plus précisément,
L'importance de la donnée dans la transformation numérique. Donc, vous voyez, le titre est très évocateur aussi. Là, on a fait un beau jeu de mots avec la donnée. Mais vous savez, dans la transformation numérique, actuellement, c'est partout, hein, sous différents thèmes. On l'entend, l'industrie 4.0, le big data, les blockchains, l'intelligence artificielle. Donc, toutes des nouvelles technologies, des nouveaux concepts, beaucoup de buzzwords. Fait que c'est normal, je vous dirais, là, de se questionner puis de ne pas tout comprendre. Ça va vite en plus, donc ça bouge rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager justement une approche pour savoir comment s'y prendre avec cette transformation numérique-là, avec l'axe de la donnée. Donc, par où donner de la tête, effectivement, là, on va y aller avec quelque chose là, que vous allez avoir de tangible entre les mains. Donc, présentation à 3 volets que je vais piloter là, dans les prochaines minutes. La donnée en tant que telle, donc l'importance de la donnée qui est au cœur de la transformation numérique, donc le premier volet que je vais aborder. Ensuite, il y a des moyens pour amorcer cette transformation numérique là, avec l'informatique décisionnelle. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'informatique décisionnelle et vous présenter aussi une approche que vous pourrez là, élaborer là, dans vos organisations. Et le rôle du CPA, donc qui est un joueur clé dans cette transformation numérique, comment le CPA là, peut contribuer là, à votre succès. Mais d'abord, on va se remettre en contexte. Il faut d'abord qu'on comprenne que les entreprises ne choisissent pas la transformation numérique. Oui, dans une certaine mesure, on choisit de mettre des choses en place, mais on est amené à la transformation numérique. Et c'est parce que le contexte actuel désavantage tous ceux qui n'ont pas de système intégré ou qui gèrent leurs activités à l'aide d'outils numériques disparates. Donc, ça devient une embûche là, à la compétitivité des organisations. La transformation numérique est un must pour prospérer. Donc, il faut juste penser là, aux grandes entreprises qui ont du succès, les géants de ce monde, hein, pas les nommer, les Amazon, Microsoft, Google, Facebook, nommez-les tous. Qu'est-ce qui est le business à eux? Où ils créent de la valeur? Ben, c'est beaucoup avec la donnée. Justement, c'est avec cette information-là qui leur parle et qui la font parler. La vitesse des changements numériques est plus rapide maintenant que la vitesse d'adaptation de nos organisations et surtout de nos gens. Il y a énormément de nouvelles informations, de nouvelles technologies qui sortent tous les jours. C'est difficile de rester tout le temps à l'affût, à part de se dédier vraiment là, à suivre tous ces changements-là. Mais pourquoi avant les changements étaient plus lents? Puis en quoi c'est différent maintenant? Pourquoi c'est devenu si accéléré? Bien, je vais vous présenter l'angle, les 3 vecteurs qui font que l'accélération de la transformation numérique peut s'expliquer. Donc, un premier vecteur d'accélération au niveau de la transformation numérique, c'est le plus important à mes yeux et c'est celui qu'on va parler aujourd'hui, c'est la donnée. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait tirer profit des données numériques dans les dernières années, qu'elle avait une valeur, cette information-là, la donnée, la data, comme on le dit si souvent, qu'elle avait une valeur et à différents niveaux. Donc, pour la gestion interne, je vais vous donner des exemples. J'ai la chance là, de par mon travail d'être impliqué dans le marché et de voir plusieurs situations. Mais entre autres, la gestion interne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est tellement rendu accéléré? Il y a des organisations qui ont des produits saisonniers ou qui sont liés à la température qui vont influencer le capacité de production en fonction de données de température ou de précipitation. Donc, vous comprenez l'avantage concurrentiel d'une entreprise qui est capable de prédire comme ça ses ventes sur le marché. Donc, une meilleure gestion de ses stocks, meilleure utilisation de ses ressources, c'est plus efficace. C'est des exemples là, qu'on a de comment que les choses, c'est là, ça existe actuellement. Ou du développement de marché. Hein, croiser de l'information par territoire américain, par distributeur, par ligne de produits, par revenu familial. Donc, c'est encore de l'information qui est très riche et qui vient donner des avantages aux entreprises qui sont en maîtrise de cette information-là. L'apprentissage machine. Des fois, ça peut paraître de la science-fiction, mais d'avoir des robots qui sont à la fin d'une chaîne de production
Et les robots, ce qu'ils font, c'est qu'ils recueillent le produit fini. Et selon le code postal, le produit, la date de shipping va aller classer au bon endroit le produit pour faire une cédule de shipping optimale. Donc, mais ça existe, ça, il y en a des entreprises qui œuvrent actuellement avec des robots comme ça et dont tout repose encore sur la bonne information pertinente à donner. Pensons aussi aux hackers. Donc, on entend parler de plus en plus des entreprises qui se font demander des rançons. Vous voyez la valeur de l'information encore pour une organisation qui devient névralgique là, pour le bon fonctionnement. Donc, deuxième, je vous dirais, un autre vecteur de croissance, pas de croissance, excusez, qui explique l'accélération de la transformation numérique, c'est que les processus se sont développés en ce sens. Ce qui veut dire qu'avant, on faisait les processus pareils, mais on ajoutait une couche informatique à nos bonnes vieilles habitudes. Donc, on venait prendre quelques activités et on se faisait aider un peu par des systèmes là, d'information pour alléger ou automatiser certaines tâches. Maintenant, la transformation numérique permet l'usage des technologies pour innover plutôt que simplement améliorer et soutenir nos méthodes traditionnelles. Quand je parle d'innover, c'est de refaire le processus basé sur les technologies. Donc, pensons ce qui est très facile autour de nous, le cloud, le télétravail, les commandes en ligne. Souvenez-vous, là, il n'y a pas si longtemps, avant, comment c'était, et aujourd'hui, comment toutes ces facettes-là est devenu un univers. Les ventes en ligne se sont redéfinies, les fonctions de soutien ont été accélérées, notamment le recours aux outils de collaboration, les rencontres qu'on fait différemment. Pensons à des autorisations numériques. Je ne sais pas si dernièrement vous avez acheté une maison, mais maintenant, faire le contrat de vente, passer chez le notaire, la banque, tout ça maintenant se fait numérique. Donc, les processus ont été carrément redessinés, repensés pour faciliter justement l'adaptation. Et dernier vecteur d'accélération à la transformation numérique, eh bien, ce sont les technologies elles-mêmes qui ont progressé de façon exponentielle. Elles sont là, disponibles, matures, faciles à utiliser et souvent, le problème, c'est pas la disponibilité des technologies, mais bien de la main-d'œuvre. Donc, d'avoir une capacité de prendre en main ces technologies et une expertise aussi. Donc, un petit tour d'horizon, mais revenons sur la donnée. Donc, si on revient vraiment à la transformation numérique et la donnée, la vraie question à vous poser. Do you speak data? Ça peut faire sourire que je vous lance une question comme ça en anglais. C'est fort simple parce que vous allez voir, j'ai pris une étude récente qui a été menée par Gartner en 2019 et qui vient nous expliquer qu'avant, la transformation numérique était axée sur le people, process and technology. Donc, et maintenant, dorénavant, la donnée est rendue au cœur de cette transformation numérique-là. Donc, elle devient vraiment la valeur ajoutée de la transformation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de comprendre la chaîne de valeur de données, c'est-à-dire de procéder à la collecte de données, l'analyse de données et son utilisation aussi. La définition qui est donnée par Gartner, c'est la capacité de lire, d'écrire et de communiquer des données en englobant la compréhension des sources de ces données, puis ainsi que la capacité d'en décrire une application qui en résultera en une valeur. Donc, c'est vraiment là, le schéma type de la transformation numérique avec la donnée qui est au cœur. C'est important de savoir comment donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Mais ce qui est important de se questionner aussi, c'est quelle est l'importance de la donnée dans vos organisations? Quelle importance là, que la donnée occupe à l'interne chez vous? Bien, je vais vous suggérer une réponse. Elle devrait être votre priorité. La donnée, il faut comprendre, est devenue une matière première exploitable. Comme une matière première dans une chaîne de fabrication. Une autre matière première, là, que ce soit n'importe quel autre intrant, du bois, de l'aluminium ou peu importe dans un procédé de fabrication. Pensez-y comme il faut. Dans les organisations, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis en place pour valoriser la matière première.
On va faire l'optimisation de son utilisation, on va procéder à du contrôle de qualité, la gestion des rebuts, la gestion des inventaires pour optimiser le taux de rotation. Quelle place occupe une matière première dans votre organisation? Bien, elle est importante, cette matière première, parce qu'elle coûte cher et que vous êtes capable de lui donner une valeur. Mais quelle place occupent vos données à vous? Et pourquoi ça serait pas pareil que comme la matière première? Pourquoi ça serait différent? Hein, vous créez de la valeur dans vos organisations avec une matière première brute. Bien, pourquoi ne pas créer de la valeur aussi avec vos données brutes? L'entreprise de demain, c'est celle qui va être en mesure de maîtriser ces données. C'est celle qui va être en mesure de créer de la valeur avec ces données brutes. Par contre, ça amène son lot de défis. Et on en a parlé un petit peu en préambule tantôt. Mais le défi de la transformation numérique, c'est vraiment le besoin de structurer ces données-là. Et il faut aussi être conscient qu'il y a des efforts à investir. Comme n'importe quel processus de fabrication, il n'y a rien qui se transforme seul. Par où commencer? Hein? Beaucoup de données en temps réel, plusieurs sources de données, comment déterminer ce que l'on retient, ce qui est pertinent, ce qui est fiable, comment tirer le maximum. Donc, c'est beaucoup de questions qui vous viennent à l'esprit quand on regarde ça. C'est bien beau dire que la donnée est importante, il faut la faire parler, créer de la valeur. Mais ça suscite beaucoup plus d'interrogations que de solutions quand on regarde ça. Mais il y a des moyens. Donc, et c'est là que je vais vous introduire à une approche basée sur l'informatique décisionnelle. L'approche que je vous propose, qui est basée sur l'informatique décisionnelle, vient à répondre aux besoins effectivement des entreprises qui ont de plus en plus d'informations sur le client, les produits, les ventes, les employés, la production, les compétiteurs, les opportunités de marché, et etc., tout ce qu'on peut imaginer. Donc, l'informatique décisionnelle, c'est de la science qui permet de colliger et d'analyser des données afin d'en tirer des décisions d'affaires. Et pour mettre en place une informatique décisionnelle, bien, ça demande une bonne compréhension de vos processus, de vos systèmes de collecte de données et d'avoir un outil de synthèse, souvent qui est illustré comme étant un bon vieux tableau de bord. Comment on va de l'avant avec une mise en place de l'informatique décisionnelle? Voici, je vais vous présenter une architecture d'une informatique décisionnelle. Tout d'abord, on part de vos processus. Donc ici, pour le bien de la cause aujourd'hui, je vais prendre pour acquis que vos processus sont efficaces avec les bons contrôles internes, qu'on fait les bonnes choses en utilisant les bonnes ressources. Donc, on a nos processus qui roulent à l'intérieur de nos organisations. On recueille des données tout au long des processus. Donc, il y a des données qui vont être recueillies, on va utiliser des systèmes. Et là, il y a différentes sources de données qui vont apparaître. Donc, il va y avoir des données qui vont être sur votre serveur local, il y a des données qui vont être dans le cloud, il y a des fichiers, hein, une multitude de fichiers Excel ou de bases de données maison qu'on a développées là, du côté de la production, du côté des achats. Il va y avoir des objets connectés, donc eux-mêmes aussi vont vous produire de l'information. Pensez à mon petit robot tantôt. Et toute autre donnée ouverte, disponible, des sources de données qui peuvent être sur la population, des données de vente, des données de marché. Je vous parlais tantôt sur la température aussi, des données de précipitation. Donc, il y a toutes autres données qui sont disponibles. L'enjeu majeur, c'est que il y a différentes sources et qu'il vient du fait que toutes ces sources-là, c'est des technologies différentes qui fonctionnent tous en silo. Donc, ça en résulte, ça vous demande de faire un grand nombre de manipulations, retranscrire les données dans votre système comptable ou dans un autre système, de manipuler ces données-là, de les compiler, d'essayer de les présenter. Hein, combien d'entre vous, là, on sert d'Excel pour tricoter, là, se faire une vue d'ensemble, d'avoir une vision globale ou d'avoir une vision peut-être segmentée sur certaines de nos activités pour nous permettre de faire des choix éclairés. Donc, l'architecture de l'informatique décisionnelle part de ce que vous avez ici. Et c'est là qu'on s'en vient après ça dans les premières étapes, qui est d'extraire. Donc, via des requêtes, des scripts, d'aller chercher dans les données brutes celles qui sont importantes. Donc, on ne veut pas toutes sortir parce qu'on sait que dans les bases de données, il y a beaucoup d'informations. Il y a de la distorsion aussi dans certaines informations qui ne sont pas nécessairement toujours fiables, mais d'aller sortir des données brutes importantes. Parce que vos données ne sont pas toutes bonnes.
Et là, je vais le répéter, vos données ne sont pas toutes bonnes. Il faut effectivement être en mesure de bien cerner, identifier quelles données sont bonnes ou pas bonnes et de bâtir à ce moment-ci des requêtes et qui vont aller puiser et extraire les bonnes données. Ces données-là qu'on extrait, ben, il faut les entreposer, il faut les mettre dans un modèle de données hein, qu'on peut appeler ici comme un cube de données. Et à ce stade-ci, le cube de données va contenir des données qu'on appelle des données nettoyées, donc des données qui sont à valeur pour vous. Donc, je vous dirais que il y a différents chemins pour se rendre jusqu'au cube. Vous avez possiblement déjà des ERP intégrés, ou ceux qui en ont, qui vont faire pas mal la même job, mais ils vont manquer des sources de données dans les ERP qu'on pourra venir ajouter et venir consolider l'information dans le modèle de données pour qu'on parte de ce modèle de données-là avec des données nettoyées. Quand on a ce bassin de données-là de disponible, la piscine de données, donc là, on peut commencer à analyser. Et on analyse quoi? Bien, on va analyser en fonction d'indicateurs, hein? Faire parler adéquatement nos données en fonction des différents types de besoins et selon les cibles qu'on veut chercher des parties prenantes, si on parle à des actionnaires, si on parle à nos stratèges de marché, c'est dépendamment à qui on parle. Donc, il y a un travail d'analyse ici et de visualisation qui est à faire. Et je vous dirais que la dernière étape dans l'architecture d'une informatique décisionnelle reste l'orientation qui est à faire. Donc, quand on a ces données-là, hein, on peut après ça faire des liens avec nos objectifs stratégiques. C'est ici, dans l'orientation, que la donnée prend sa pleine valeur. On vient concrétiser la valeur ajoutée de notre informatique décisionnelle et avec cette architecture que vous voyez actuellement, là, on peut dire qu'on se big data parce qu'on est parti effectivement de l'ensemble de nos données et on les a fait converger vers des éléments qui vont nous permettre au niveau stratégique de progresser ou de prendre des bonnes décisions. C'est le flux de production, donc c'est le flux de transformation des données. Hein? On part de données brutes qui sont bonnes, pas bonnes, à différents niveaux. Et on termine avec des données à valeur ajoutée sur lesquelles on peut travailler après ça pour faire progresser notre organisation. Une architecture comme ça n'implique pas que vous changez vos systèmes en place. Au contraire, possiblement que vos systèmes vont faire une bonne partie du travail. Je vais vous donner un exemple d'un client avec qui j'ai travaillé dans lequel il y avait un ERP, un système qui datait de longtemps. Souvenez-vous, c'était dans le monde des transports. Donc, souvenez-vous des écrans noirs là, avec les écritures oranges, puis que ça tape, on tape avec le clavier, il n'y a même pas de souris encore. Mais très fonctionnel. Les mécaniciens, les gens d'opération là, étaient à l'aise dans cet environnement-là, étaient productifs. Donc, on n'a pas voulu défaire puis se lancer dans une grande transformation avec le changement, l'implantation, les risques que ça l'occupe, que ça l'implique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu dans les sources de données, créer des nouvelles sources de données et on les a faites aussi avec l'extraction converger dans le même cube. Ce qui a fait que à partir de là, bien, on a ajouté de l'information qu'on a croisé avec de l'information qui se cueillait à travers les opérations des mécaniciens. Et ça l'a permis à ce moment-là d'atteindre les fins et d'avoir cette donnée qui nous ont donné là, des avantages là, concurrentiels sur le marché et surtout le décision, le progression qui en est faite. Donc, ça vous illustre là qu'est-ce qu'il y a au niveau d'une architecture d'informatique décisionnelle pour mettre en place et qui est un premier pas aussi vers la transformation numérique. Mais là, je ne vous ai pas tout dit parce que excusez-moi, je suis parti du mauvais bord. Il y a le flux de production de la donnée, mais il y a un flux aussi pour créer l'informatique décisionnelle, un flux d'implantation. Donc, parce que c'est beau quand ça va fonctionner d'un sens, mais pour le mettre en place, il faut partir à l'envers. Il faut partir de nos besoins. Il faut regarder qu'est-ce qui a de la valeur pour nous en tant qu'organisation? Comment on peut créer cette valeur-là? C'est quoi nos objectifs stratégiques? Où on veut être? Qu'est-ce qu'on a besoin pour se rendre où on veut être? Et là, on va être en mesure d'identifier dans nos organisations des bons indicateurs de performance ou de l'information stratégique qu'on a besoin. Ça va nous permettre, à partir du moment où on a défini ces indicateurs-là,
si on s'en va au niveau du cube, de l'extraction et des données. Donc, ça va nous permettre aussi de définir le modèle de données. Quelles sont les données nettoyées qu'on veut et de cibler les données brutes à extraire. Elles sont où les données? Dans quel fichier FOGEAL? Dans quelle table sur le réseau je vais aller chercher mes informations pour créer les liens, les requêtes qui vont en sortir. Ici, on fait l'exercice et on se rend compte qu'on n'a pas l'information qu'il nous faut, elle est manquante. Bien là, soit qu'on ajoute ces sources de données-là, on met en place les bons outils pour nous aider, ou on se permet d'intégrer dans nos processus actuels des points de saisie pour cueillir l'information qui nous manque là, pour supporter nos processus. Donc, il y a un sens qu'après ça, l'information va être articulée. Mais il y a une réflexion qui est à faire pour mettre en place cette architecture. L'architecture de l'informatique décisionnelle, ben, vous allez en recueillir des bénéfices de cette architecture-là. Donc, entre autres, prendre le contrôle de vos données. Ça va vous permettre de recueillir l'ensemble de vos données et de faire déjà une préanalyse de ce qui est bon, ce qui est pas bon, pour bâtir le reste là, de votre structure. Améliorer la capacité de traitement, le volume, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'informations à haut volume. Donc, l'effet d'avoir déjà une structure qui traite cette information-là va accélérer la capacité. On analyse davantage. Donc, quand je vous disais au début qu'on tricote parce qu'on crée les liens entre les différentes sources, bien, l'effet qu'une structure va être mise en place et va contribuer là, à produire l'information dans un flux régulier, bien, on va être plus en mode analyse. Nos efforts vont être beaucoup plus en mode analyse que de bâtir l'information ou d'assembler de l'information ensemble à toutes les fois qu'on a un nouveau trimestre ou qu'on remet à jour d'informations. Exploiter une ressource dormante, effectivement, tirer le maximum de vos données, tirer le maximum de votre information, réduire justement la manipulation et l'altération de données. Donc, on sait que quand on manipule, bien, on peut perdre de l'information, on met des efforts souvent à recréer de l'information, à recréer des indicateurs. Faire des corrélations entre différentes sources de données. Hein. Des fois, avoir une information sur un marché peut être très intéressant, mais lorsqu'on la croise, ce marché-là, avec des revenus de la population ou l'âge de la population ou des besoins ou d'autres études, bien, ça prend une autre dimension. Ça donne des éléments stratégiques supplémentaires. Donc, justement, quand on a un cube qui permet de recueillir cette information-là et qu'on va puiser dedans, là, on peut à ce moment-là mettre en adéquation deux données qui nous créent un indicateur parlant pour notre organisation. Ben, prendre de meilleures décisions, on sait, là, c'est un objectif qui est recherché. Les rapports sont plus attrayants, les outils sont très bien faits. Je vous ai montré tantôt Power BI, ça aurait pu être n'importe quel autre outil là, de visualisation, de reporting, mais les outils sont très bien faits, s'utilisent quand même d'une manière là, assez intuitive et permet de faire du drill down, du forage, d'aller plus loin que juste la mesure qu'on voit, mais un petit peu nous aider à comprendre et d'interpréter ces données. Et ben, la mise en place d'une architecture d'informatique décisionnelle, ben, c'est un premier pas aussi vers l'intelligence artificielle. J'ai des clients qui font de l'analyse prédictive, donc qui vont essayer d'anticiper le marché, d'anticiper le vente, d'anticiper la production. Ils vont faire de l'analyse prédictive en utilisant l'intelligence artificielle. Mais pour mettre en place et pour se rendre à ce niveau-là, ben, c'est une étape d'avoir une architecture d'informatique décisionnelle en place pour avoir cette information-là qui est nettoyée et qui est importante, sur laquelle on va focuser notre intelligence artificielle. Les défis, bien, vous comprenez que aujourd'hui, comme ça s'explique très bien. Quand on va arriver dans la vraie vie, mais il y a des préoccupations, il y a des défis quand même à considérer avant d'aller de l'avant. Donc, la qualité des données. Donc, ça, c'est important parce que même si on fait ce processus-là, mais l'information qu'on traite n'est pas de qualité, n'est pas bonne, n'est altérée, ben, la décision ne sera pas meilleure à la fin, ou l'utilisation ou la valeur ajoutée ne sera pas à son potentiel. Changement de culture, on vous l'a dit, là, la vitesse, ça va vite aujourd'hui. Nos gens sont habitués
de fonctionner d'une manière. Je vous ai partagé l'exemple d'un client qui a lui, préservé ses employés pour limiter le changement en conservant son ERP. Il y a des moyens de faire. Donc, c'est des défis qu'il faut considérer. Souvent, aujourd'hui, c'est pas la technologie qui est le frein, c'est l'être humain. C'est normal parce que ça va très, très vite. De voir grand trop vite, je vous ai présenté l'architecture au complet, mais on peut commencer par des sections. On peut morceler ce déploiement-là. On n'est pas obligé de tout prendre aujourd'hui parce qu'il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Donc, pas voir grand trop vite. C'est souvent, il y en a qui partent le chantier trop large et s'essoufflent à travers les travaux. Donc, la qualité de votre infrastructure puis la structure de vos données actuelles, est-ce que vous êtes prêt à faire ça ou s'il y a un petit pas de recul à faire et de revoir aussi? Donc, l'architecture, le contexte dans lequel vos données vont être entreposées, votre environnement informatique, et vos données, comment est-ce qu'elles sont actuellement structurées. Donc, ça aussi, ça peut arriver que vous allez avoir un petit pas de recul à faire. Il peut y avoir du chevauchement de différents systèmes, donc une donnée client du CRM, une donnée client du logiciel comptable, mais c'est pas le même client, c'est pas pareil. Donc, il y a une information qui va être écrite d'une manière parce qu'elle est utilisée d'une certaine façon. Comment on fait converger ou laquelle on prend données clients. Donc, il peut y avoir des chevauchements comme ça dans l'analyse, la structure de l'information. La protection des données, ben, c'est certain qu'à partir du moment où on met à la même place de l'information qui est importante pour votre organisation, ben, ça devient encore 2 fois plus important de bien protéger ces données-là puis là, je tombe aussi dans la gouvernance adéquate, là, qui devrait avoir accès à quoi? Est-ce qu'il y a des données qu'on veut qu'elles soient facilement exportables? On le sait aujourd'hui, même si on est tous des bons employeurs, on fait des efforts de rétention. Les employés se promènent souvent d'une entreprise à l'autre. Donc, comment on fait attention à ces données-là qui sont stratégiques pour nous? Et la compétence de l'équipe d'implantation. Donc, avant de se lancer là-dedans, il faut quand même avoir une certaine compétence là, pour s'assurer qu'on est en mesure de bien mener les travaux. Parlant de compétences, bien, écoutez, ça m'amène au rôle du CPA, donc le troisième volet de ce que je vais vous parler aujourd'hui, le rôle du CPA. Donc, lorsqu'on comprend l'importance de la donnée au sein de la transformation numérique, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment apprécier l'importance du rôle que va jouer les CPA dans la transformation numérique. Donc, en mettant la donnée au cœur de la transformation numérique, bien, on vient un peu mettre au cœur de la transformation numérique les CPA. Et les rôles du CPA, bien, je vous dirais, par expérience, les 5 grands rôles ou, je vous dirais, qualité qu'un CPA peut avoir, ben, c'est de comprendre les besoins de l'organisation et la stratégie d'affaires, d'avoir cette pensée stratégique. Souvent, un CPA, on a un CPA sur le comité de direction. Il est allumé au niveau de comprendre les enjeux, a une vision à long terme. D'analyser et optimiser les systèmes en place. Donc, tout ce qu'on pense au niveau de la cueillette d'informations, le contrôle interne dans vos processus. Comment est structurée votre information? Est-ce que vous avez une structure qui est adéquate et qui se prête aussi à l'informatique décisionnelle? Suggérer des meilleures connectivités des données et des nouveaux outils. Donc, on pense ici que ce soit la modélisation, quelles sont les données qui sont importantes, le niveau de connaissance élevé de les outils informatiques. Donc, ils sont au cœur de nos systèmes d'information, de par le fait que les CPA ont toujours hérité là, du système comptable. Donc, on a eu les mains dans les systèmes qui étaient les plus utilisés. Mais le rôle aussi de pouvoir revoir quelle information devrait être mise et comment mettre en place, si il y en manque aussi, des bons outils de saisie pour venir supporter là, nos besoins. L'interprétation des données et je dirais les faire parler pour la prise de décision. Donc, depuis longtemps, le CPA a toujours été celui qui interprétait les données financières
Et avec les années, la connaissance aussi de l'information de gestion, des données internes, que ce soit du coût de revient ou d'autres indicateurs, d'interpréter, de faire parler l'information. Donc, c'est vraiment, là, je vous dirais, une des qualités premières d'un CPA. Et d'assurer toute cohérence, la fiabilité de l'information aussi, afin de permettre de prendre une bonne décision. Pour prendre une bonne décision, il faut qu'on ait une bonne information. Et ça, je vous dirais, c'est aussi vrai, tantôt on parlait de l'intelligence artificielle ou l'apprentissage machine, c'est aussi vrai si on veut faire apprendre dans une démarche d'intelligence artificielle un comportement, il faut que le comportement appris va être à la hauteur de la qualité de l'information qui sera utilisée pour apprendre ce comportement-là. Donc, ça fait, je vous dirais, là, pas mal le survol de la valeur ajoutée d'un CPA dans l'accompagnement qui est à faire au niveau de la transformation numérique. Je vous dirais en guise de conclusion, ce que je vous conseille d'abord, penchez-vous sur vos données que vous recueillez déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà en main? C'est quoi votre matière première, point de vue de données? Hein? Et quand on se lance comme ça dans une transformation numérique, c'est pas parce qu'on connecte des systèmes ensemble que les données vous parlent. Il y a un travail de traitement à faire. En plus de ça, il y a une rétroaction, puis il y a une validation à faire aussi. Donc, c'est au-delà je vous dirais, de l'infrastructure technologique, là, informatique, de coller des choses. C'est vraiment une compréhension qui est à faire pour en faire ressortir effectivement toute la valeur ajoutée. Et il y a encore trop souvent de gens qui perçoivent les CPA comme des professionnels qui sont axés uniquement sur le passé de l'entreprise, hein, donc la tenue de livre, les états financiers, l'impôt. Donc, alors que pourtant, le CPA a des compétences pour lui permettre d'être des conseillers tout indiqués pour vous permettre de réaliser votre transformation numérique. Et sachez que les CPA can speak data. Donc, n'hésitez pas, vous voulez en savoir davantage sur les CPA, vous voulez faire affaire, le site web est là, est présent. Je sais que l'Ordre rendra disponible bientôt des outils de diagnostic pour nous aider à bien s'évaluer comme organisation, bien comprendre nos besoins. Et les CPA, vous en avez possiblement dans vos entreprises aussi. N'hésitez pas à les former aussi, puis à les tenir au courant. Là, ça change quand même rapidement l'univers technologique. Donc, se tenir à jour, là, c'est là qu'on va avoir un gage de succès. Écoutez, j'ai réussi à rentrer dans mon temps. Je vous remercie énormément. Je vais me permettre d'arrêter le partage. Oui. Que je puisse voir des visages et répondre aux questions. Sûrement, j'espère que j'ai suscité certaines questions là, auprès de vous. Oui, Marco, on a quelques questions justement. Une question de Carole Paré qui veut comprendre de quelles données on parle. Est-ce que vous auriez un exemple peut-être concret ou juste pour pouvoir illustrer un peu de quelles données est-ce qu'on parle? On va parler je ne sais pas à quel moment la question est arrivée, mais on va parler de toutes vos données. Donc, la donnée que vous avez besoin, vous allez définir un peu l'information que vous avez besoin pour vos organisations. Donc, si je prends un exemple mettons, un exemple de client que j'ai donné qui utilisait, eux, pour lancer en production leurs achats, le cycle d'achat, donc étaient dans un produit saisonnier et se fiait beaucoup sur des données de météo, des données de prévision météorologique, des données historiques mensuelles aussi. Donc, avait besoin de données externes sur lesquelles après ça, il venait croiser avec les données à l'interne. Donc, pour lancer en production, là, ça prend des données j'ai juste les times en tête, là, mais des données de temps d'achat qu'il faut, de cycle de commande qu'il faut passer, de quantité. Donc, imaginez le travail de faire toute cette analyse-là segmentée avec des départements différents, avec des données externes aussi. Donc, pour eux, donc, sont partis, remettez-vous en tête mon schéma de l'architecture de l'informatique décisionnelle. Ils sont partis de leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils vont faire que stratégiquement, ils vont être plus efficaces et ils vont être aussi le time to market plus rapide. Donc, et ils ont été identifiés toutes les données qu'ils avaient besoin. Ils ont travaillé autour de ces informations-là. Et pour eux,
ça l'a donné un gage là, d'avantage concurrentiel et aussi de meilleurs ratios là, de liquidité parce qu'ils utilisaient mieux le fonds. Il n'y avait pas de surplus d'inventaire. Puis que là, après ça, ils entreposaient trop parce qu'ils avaient mal anticipé quelles allaient être les ventes de cette année. D'autres informations, je peux vous donner un exemple. Effectivement, quand on commence avec cette information-là est utilisée pour que ce soit de l'intelligence artificielle ou pas dans notre transformation numérique. On est un intrant. Donc, le petit robot que je vous parlais, qui est dans une manufacture dans laquelle les produits sont faits, donc dans un espace au bout de la chaîne, dans un espèce de carré délimité là, de lignes jaunes, sur le plancher, bien, on prenait effectivement la production et on allait la classer, soit dépendamment des commandes qui étaient prévues, des secteurs où ça allait être expédié, donc c'est expédié un peu partout en Amérique du Nord, le type de produit, les commandes qui étaient déjà rentrées au niveau de nos distributeurs, qu'est-ce qui devait être mis en inventaire. Donc, cette information-là se tenait pratiquement en temps réel à toutes les fois que la production avançait. Donc, pour eux, bien, ils sont partis aussi à rebours. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Et on a déterminé l'information qui a été utilisée pour les algorithmes et pour faire la programmation du système là, d'expédition, donc de classement et d'expédition. Excellent. Merci beaucoup, Marco. Je pense que ça éclaircit beaucoup. Ouais. J'ai également une autre question de Isabelle qui dit, lorsqu'on a encore des données papier, par quel outil peut-on les rendre numériques, notamment pour plusieurs personnes? Est-ce que ce serait des relevés bancaires imprimés, annotés? Donc, quels seraient les outils disponibles? Ben, si on a des données papier, dites-vous qu'aujourd'hui, à part si on l'a écrit manuscrite, là, généralement, les données papier ont été produites avec un support informatique. Fait, idéalement, essayons de remonter, je vous dirais, un pas en arrière pour aller chercher la donnée informatique. Si c'est un état de compte, il existe déjà en format numérique. Mais pour répondre à votre question d'une autre manière, il existe des logiciels et des solutions, j'aurais dit, c'est plus que des logiciels, des solutions de reconnaissance de caractère. Donc, ça m'est arrivé pour un détaillant là, je ne veux pas dire à grande surface, parce que c'était pas nécessairement des grands magasins, là, mais des magasins rayons, je peux dire, qui achètent plein de choses un peu partout, qui ont autant des volets linge que différents usages pour la maison domestique. Ils recevaient là, écoute, un nombre infini de factures à tous les mois. Il y avait une armée de personnes qui saisissaient toutes ces factures-là, mais avec une solution de reconnaissance de caractère, donc où on vient avec des factures papier, scanner, reconnaître les caractères et une interface avec votre système comptable qui va venir saisir les caractères reconnus aux bons endroits. Donc, ont permis d'alléger le travail là, d'une manière à 80 je vous dirais. Et là, le travail, au lieu d'être fait en mode saisie et produire de l'information qui sans valeur ajoutée, là, on comprend qu'on l'a facture puis on fait juste la saisir dans le système. Mais là, on a eu moins de monde disponible pour faire le travail. Mais le tâche a aussi été bonifié parce que ces gens-là ont plus été en analyse. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a des codes qui ont été mal rentrés? Plutôt qu'en mode saisie. Mais ça, on peut le faire aussi. Là, tantôt, je ne suis pas tombé dans les processus, mais toute la modernisation des processus, on peut utiliser effectivement les technologies comme ça pour nous aider à aller chercher puis cueillir de l'information qui autrement n'existerait pas ou est lourde à maintenir, donc avec une saisie puis plusieurs personnes qui y travaillent. OK, parfait. Ben, merci beaucoup pour la réponse. On a également Denis qui travaille d'ailleurs pour Evol, qui est responsable au niveau de la comptabilité, qui aimerait bien bonifier justement par rapport à la première question de Carole. Est-ce que Denis peut prendre la parole? Je sais que tu voulais partager peut-être Oui, l'expérience. Oui, oui, bien sûr. OK. Bonjour Denis. Bonjour, merci beaucoup Bonjour Denis. Marco. Merci. Bonjour. Oui, dans notre contexte de financement, je voulais juste donner un exemple sur la collecte des données et comment est-ce que ces données peuvent nous aider dans la prise de décision. Par exemple, nous avons un formulaire web que nous avons mis à disposition où les clients qui sont intéressés par une demande de financement vont aller mettre des informations sur notre site web.
D'accord? Ces informations sont saisies vont aller dans notre CRM que nous utilisons. Et on va les suivre au niveau des approbations jusqu'à ce que soit ça arrive à un financement ou ça n'aboutit pas à un financement. Mais on a une mine d'informations donc que nous collectons. Les informations ou les dossiers qui aboutissent à un financement, on peut faire l'analyse de quelle industrie est-ce que nous finançons le plus, quelles sont les régions, d'accord, qui nous sollicitent le plus, quelles sont les couches, parce que nous essayons d'être le plus large possible dans notre écosystème de clientèle. Quelles sont les populations qui nous sollicitent le plus, d'accord, et quels sont les types de financement qu'ils demandent. Et cela va nous permettre donc, ayant ces informations-là, de personnaliser ou d'adapter notre stratégie pour aller chercher plus ces clients-là et donc développer notre modèle de business. D'accord? Donc, c'est vraiment l'information de base qui nous permet de renforcer notre raison d'être, d'avoir plus d'informations sur les clients qui sont pertinents pour notre raison d'être et comment mieux les servir. D'accord? Super. Donc, c'est à peu près ça que je voulais rajouter pour Merci le mettre beaucoup, en Denis. contexte dans le cadre de notre financement. Oui. C'est un très bon exemple, Denis, que vous apportez là. Et Denis a même illustré là, la chaîne jusqu'à la stratégie qui peut être influencée. Hein. Si, Denis, vous vous étiez mis comme stratégie de développer un secteur, puis vous vous rendez compte que vous n'en avez pas de demande qui vient de ce secteur, bien là, effectivement, on va remettre en place, on va ajuster notre stratégie en conséquence. Les actions vont être dictées en conséquence. Ouais, c'est un très, très, très bel exemple qui fait le cheminement complet. Et imaginez si Denis et son organisation gardaient sous format papier, mettons, ces demandes-là, et on mettait tout ça dans un classeur, bien, la richesse de l'information pour l'organisation à Denis là, aurait été totalement perdue. Donc, ça aurait été une belle valeur ajoutée auquel on aurait passé à côté. Excellent. Merci beaucoup, Denis, pour ton intervention. Ouais, merci. Ça permet d'illustrer parfaitement l'importance des données, de les travailler, puis comment ça peut nous avancer stratégiquement là, sur le marché. J'ai une question, je pense que c'est une suite à la question de Isabelle, qui dit que mon exemple de relevé bancaire est lorsqu'on imprime pour l'annoter et qu'on veut le partager par la suite. Quel logiciel pour l'annoter numériquement? Je ne sais pas si peut-être des exemples de logiciels. Il y en a, ça existe. Là, nommer des noms comme ça pourrait être hasardeux parce qu'il faut comprendre du besoin. Je ne veux pas que vous preniez pour acquis, là, mais moi, ce que j'ai récemment travaillé avec, c'est une firme qui s'appelle Integrim. Pour aller voir, là, il offre une gamme de solutions. Là. Puis ça semblerait répondre à ce que vous mentionnez. Là. Moi, je l'ai vécu dans le fait de... Vous savez que dans le confinement, là, on voulait réduire, du côté de la fonction publique, on voulait réduire la manipulation de papier des comptes de dépenses, mais avant, c'est encore toujours le compte dans la bonne enveloppe broché qu'une feuille, voici mes dépenses, mais c'est des solutions comme ça qui permettent là, de numériser puis de rendre là, plus accessible et dans la diffusion, comme vous mentionnez, là, certains éléments comme ça. Ouais. Mais je vous inviterais d'aller voir là, Integrim, là, aller jeter un petit peu les solutions. Possiblement que vous allez avoir des choses qui vont vous satisfaire là-dedans. Excellent. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Sinon, j'irai avec quelques questions auxquelles je pensais lorsque vous faisiez votre présentation. Est-ce que ce serait qui les professionnels qu'on pourrait faire intervenir justement dans cette transformation numérique pour une petite entreprise qui veut justement embarquer dans cette démarche-là? Est-ce que ça prend d'autres professionnels, par exemple, que des CPA ou oui, juste au niveau de cette démarche-là? Oui, Sylvie, c'est un bon point. Dans cette démarche-là, ça prend ça vous prend des firmes qui vont être en mesure
de voir à votre environnement informatique. Donc, le CPA ne programmera pas pour vous, là. Il n'ira pas vous donner un environnement sécuritaire pour entreposer vos données. C'est pas notre rôle, le CPA. Nous, on va vraiment rester sur l'axe de la donnée, de l'information. C'est quelle information qu'il vous faut. Donc, lorsque je parlais du cube ou d'extraction qui est à faire des données, on peut faire appel avec des firmes spécialisées là-dedans, entre autres qui vont vous déployer des environnements. Ce qu'on voit souvent quand on travaille avec Power BI, on va voir l'environnement Azure de Microsoft, qui est l'environnement sécuritaire, qui va permettre effectivement là, d'amalgamer là, de l'information ensemble et de déployer là, les connecteurs pour l'information. Mais ça prend effectivement la collaboration d'une firme technologique qui va voir à l'administration de votre réseau, votre environnement informatique, et d'un expert en données, parce que, comme je vous ai mentionné, vous pouvez vous faire connecter plein de choses, mais ça ne vous aidera pas plus là, vous allez avoir juste plus d'informations disponibles, mais après ça, il y a un travail à faire de structurer cette information-là. OK. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, ben, j'irai avec des questions qui vont pop-up. Sinon, peut-être, est-ce que c'est accessible en termes de coût? On parle de combien? Est-ce que c'est très dispendieux ou est-ce que la technologie a avancé assez pour vraiment se dire qu'une petite entreprise pourrait se permettre justement cette transformation numérique ou est-ce qu'on parle vraiment des moyennes et grandes entreprises? Non, ça se fait à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un peu comme, je vous dirais, là, n'importe quelle situation informatique. Là. Si on veut investir, on peut. Il y a ça peut être un gouffre là, assez intéressant, là, des technologies. Mais si vous faites un travail de bien définir ce que vous avez besoin, là, vous allez être capable d'être plus précis dans vos demandes et ça va vous coûter moins cher aussi. Mais vous savez, c'est comme le Power BI qui est mentionné ici, là. Une licence coûte, je pense, 12 ou 15 pièces par mois. C'est pas très dispendieux. Et vous pouvez commencer aussi, hein, au lieu de faire un cube, là, vous pouvez commencer à tout mettre dans une base de données ou dans un support qui est un petit peu plus léger, je vous dirais. Là. Et il y a même certains qui vont carrément tout remettre dans un Excel et connecter le visualisateur sur le Excel, puis commencer à faire, c'est mon projet pilote, je n'ai pas beaucoup de données, je vais commencer comme ça. Et là, on commence à voir la valeur ajoutée de l'information qu'on utilise, les gains qui vont en sortir. Puis là, on connecte une base de données, puis on en connecte un autre. Puis souvent, votre environnement va être là, ça va être très tributaire du nombre d'utilisateurs que vous avez. Fait que moins que d'utilisateurs, moins qu'il y a besoin d'avoir de sécurité, vous allez pouvoir travailler quelques-uns dedans, ça va être satisfaisant. Mais c'est sûr que plus les organisations grossissent, c'est pour ça, Sylvie, aussi qu'on voit des coûts énormes dans les grandes organisations. On a plusieurs utilisateurs, il y a plusieurs systèmes. Souvent, le lot d'informations est plus important. Et là, les besoins là, vont se multiplier. On a un département de recherche et développement qui vont vouloir développer des choses différentes de ceux qui s'occupent des ventes. Mais quand on est des organisations à plus petite échelle, souvent, à titre de dirigeant, on va être peut-être 2 ou 3 à avoir besoin de s'alimenter. Fait que ça peut varier. Oui, ça peut chiffrer, là, ça, je ne vous le cacherai pas, dépendamment de ce que vous avez besoin au niveau de remettre à jour votre environnement, vos serveurs, qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Mais moi, je vous dirais qu'une bonne PME peut s'en sortir avec des coûts très raisonnables pour mettre cette information-là. Mais surtout, faites la réflexion entre l'information que vous n'avez pas ou l'information que vous avez et l'effort que vous devez déployer aujourd'hui. Et là, hein, on sait, là, la rareté de main-d'œuvre, des techniciens comptables qui nous rendent des données, des CPA qui nous compilent des tableaux Excel. C'est de plus en plus dur de trouver ces gens-là. Les salaires augmentent aussi. Fait que la technologie vient aussi aider, puis dans votre choix de dire est-ce que je regarde ça ou pas, sur le long terme, il y a un gain là, qui est intéressant à faire. Là. Excellent. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, ça va vraiment dépendre de l'entreprise, de sa grosseur.
qui va vraiment déterminer le coût, mais clairement, ça reste un avantage stratégique là pour les entreprises de faire cette démarche au niveau de la transformation numérique. Tout à fait. On arrive à la fin, donc je pense qu'on n'a pas d'autres questions non plus. Donc, merci beaucoup. J'aimerais à nouveau remercier notre partenaire CPA pour la présentation de ce webinaire et bien entendu Marco Murray pour la présentation à laquelle nous venons d'assister. Ce fut vraiment très, très intéressant. Un grand merci également à vous tous pour votre présence et vos questions. Je vous invite donc à consulter le site internet evol.ca ainsi que notre page Facebook Evol pour la programmation de nos prochaines formations. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente semaine. Merci beaucoup, Marco. Merci à vous tous. Merci. Bonne fin de semaine. Au plaisir de vous recroiser. Excellent.